Bonjour, bon après-midi. Je suis très heureux de vous retrouver, ou pour beaucoup d'entre vous, pour le cours numéro 2 sur les technologies photovoltaïques. Et pour ce cours, on a le plaisir d'accueillir Christine Blondel, qui est historienne au CNRS, et donc d'avoir vraiment un éclairage sur les aspects historiques de ce domaine en fait, c'est un domaine qui suscite beaucoup de discussions historiques. J'ai fait un petit peu, en préparant le cours également, j'ai fait de la biblio un peu, et il y a pas mal de choses. Donc Christine présentera la partie Edmond Becquerel et l'innovation technologique, la physique appliquée aux arts et à l'industrie. Et pour ma part, je vais essayer de vous présenter une histoire des technologies photovoltaïques avec presque 2 siècles de découvertes, d'innovations, d'aventures humaines. Et je me suis rendu compte en le préparant que j'y étais allé un peu fort quand même, parce que résumer 2 siècles comme ça, bon, j'ai fait mon possible pour essayer de couvrir le champ, et un certain nombre de choses seront couvertes dans les cours spécifiques, parce qu'en fait, après, il y a des cours qui sont plus dédiés aux différentes technologies, et donc ces cours permettront également, dans les introductions, de rappeler des éléments essentiels de technologie ou des thèmes des cours eux-mêmes. Alors, donc, avant, je fais un peu comme j'ai fait la dernière fois, un retour sur la présentation précédente. En fait, vous êtes sans doute rendu compte que la présentation précédente était très fortement liée à la partie du solaire thermique. Finalement, l'histoire du solaire jusqu'à 1954, c'est beaucoup de solaire thermique. Et donc, ce que j'ai recherché, c'est aussi il y a énormément de travaux d'historiens, des sciences, des sociologues et économistes sur ces domaines. Et vous avez ici un certain nombre de références qui seront sur les transparents qui sont associés au cours. Donc, les clics, normalement, si c'est valable, ça doit pouvoir le faire. Donc, il y a en particulier des travaux de John Perlin, qui est vraiment un historien du solaire, avec un livre assez extraordinaire qui est Let It Shine, les 6000 ans de l'histoire de l'énergie solaire. Il a fait aussi un livre ensuite uniquement sur le photovoltaïque, mais vraiment c'est une référence. Ensuite, il y a les livres les contributions de François Jarry, qui est historien, avec je trouve très intéressant de mettre le soleil en bouteille, et ça sera en résonance avec ce dont j'ai parlé la dernière fois, sur le fait que de l'époque d'Émile Zola, au début du siècle dernier, au début du XXe siècle, il y avait tout un tas de visions d'utilisation de l'énergie solaire et de résoudre l'intermittence par du stockage thermique. Et vous verrez, c'est intéressant, et il lit dans cet article l'imaginaire solaire, et on a beaucoup chez les historiens cette référence à l'imaginaire solaire. Il y a des historiens qui disent que c'est une énergie à éclipse, etc. Donc il y a des choses très intéressantes. Il a écrit aussi avec Alexis Vignon, regroupé des travaux sur une histoire des énergies alternatives à l'âge industriel, donc qui est sorti à la découverte en 2020. Ensuite, vous avez des travaux de Pierre Tessier et de toute son équipe, là aussi solaire passif à l'ombre de la politique énergétique. Puis une série de thèses, mais en particulier, je vous recommande les thèses de Histoire des énergies renouvelables d'Anaël Marek, qui est un doctorat de l'Université de Nantes en 2018. Il y a une thèse qui n'est pas accessible directement, mais qui est aussi passionnante, c'est Histoire de l'énergie solaire, sciences, technologies et patrimoine d'une filière d'avenir, de Sophie Pelly-Vanian. Il y a un article qu'elle a fait, Construire l'histoire, qui lui est accessible. Et enfin, un ouvrage qui est très peu disponible et qui est très intéressant, c'est L'énergie solaire en France, qui est un ouvrage collectif qui a été fait en 1995 et qui regroupe des témoignages d'acteurs de cette période. Et c'est vraiment très intéressant. Voilà, maintenant je vais passer à la partie aujourd'hui, donc sur un peu d'historique, sur l'historique du domaine. Alors on va commencer par ça. Tout le monde, on reconnaît tous le fameux tableau de Mendeleïev, qui était extraordinaire. C'était un outil extraordinaire. Là, pour la petite histoire, en 2019, c'était les 150 ans de la découverte ou de la mise en place de ce tableau. Et donc, on n'est pas loin. Et c'est vrai que ce tableau, pour tous, pour les chimistes et tout, c'est vraiment un Lego. Et tout ce qu'on fait dans notre activité courante, c'est qu'on joue avec ces éléments. On joue avec ces éléments, on les combine. Pour faire de l'eau, il faut prendre 2 hydrogènes et un oxygène. Et donc, en fait, la compréhension du tableau de Mendeleïev et cette mise en synthèse
Vous imaginez si les 118 éléments étaient les uns derrière les autres, pas classés, etc., ça serait un peu compliqué. Et donc c'est très important et c'est toute une démarche scientifique. Et ce que je vais essayer de vous montrer à travers l'exposé aujourd'hui, c'est comment, peu à peu, dans les technologies et toutes les technologies, on en arrive à utiliser les éléments du tableau de Mendeleïev de façon étonnante. On les combine, on refait tout un tas de constructions où, par le fait qu'on est capable d'avoir des mines spécifiques, on utilise souvent plus d'éléments que la nature elle-même. Et donc c'est assez extraordinaire parce que c'est un outil, et on va le voir dans les matériaux, c'est un terrain d'innovation, de jeu, de réflexion extraordinaire. Alors, donc la rencontre avec le domaine du photovoltaïque, la première rencontre, évidemment, c'est la rencontre avec les matériaux, leur mise en forme, la fabrication de dispositifs. Et sinon, il y a une rencontre qui est très intéressante, que je n'avais pas trouvé immédiatement quand je me suis intéressé à ces aspects historiques. Et j'ai découvert que finalement, les débuts du photovoltaïque, Edmond Becquerel, dont on a parlé déjà plusieurs fois et dont on parlera avec Christine tout à l'heure, finalement, il était aussi au début de la photographie, au début du 19e siècle. Et cette convergence, vous allez voir, c'est étonnant parce que Edmond Becquerel, en 2015, je crois, avec Bertrand Lavédrine, qui est prof au Muséum d'histoire naturelle, ils avaient organisé un symposium en l'honneur d'Edmond Becquerel, qui est le découvreur de la première photographie couleur. Alors, on en reparlera avec Christine, mais c'est important de voir le lien. Alors, j'ai découvert aussi, en travaillant sur ces questions, François Arago. Je le connaissais parce qu'il a des villes, il a des places, il a des boulevards, etc. Mais il vaut vraiment, vraiment la peine d'être connu. C'est à la fois un homme politique et un extraordinaire scientifique. Il s'exprime très, très bien. Et en fait, vous savez que le début de la photographie, c'est Niepce et Daguerre, avec le daguerréotype, qui a marqué vraiment l'entrée de la reproduction d'images dans la société moderne. Et en fait, c'est une histoire très très longue. Et en particulier, c'est une histoire qui commence en 1800, j'ai mis 2 points d'interrogation, avec un certain Charles, et là je travaille sur les notes d'Arago, Charles qui faisait des silhouettes. Avec quoi faisait-il les silhouettes? Et il y a eu cette époque où on faisait des silhouettes. Alors, Monsieur Silhouette, c'est un peu comme Monsieur Poubelle. En fait, c'était une réaction par rapport à une loi qui était passée. Et la silhouette, c'est que les gens maigrissaient parce qu'ils n'avaient pas. Donc, silhouette, ça vient de là, mais il le faisait avec une poudre blanche. Et cette poudre blanche, en fait, quand on l'éclaire avec la lumière, devient noire. Et ça, c'est quelque chose qui était connu depuis en fait, depuis les alchimistes, depuis 1500 et quelques. Et en fait, cette poudre blanche s'appelle l'argent corné. Et en fait, c'est tout simplement du chlorure d'argent. Et quand on regarde ce qu'écrit Arago, en fait, former sur cette couche à l'aide d'une lentille l'image d'un objet, les parties obscures de l'image, les parties sur lesquelles ne frappe aucune lumière resteront blanches, les parties fortement éclairées deviendront complètement noires, les demi-teintes seront représentées par des gris plus ou moins foncés. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'effectivement, ils avaient trouvé une transformation des rayons chimiques, comme on disait, qui transforme la matière, et tout simplement, le chlorure d'argent redevient un peu d'argent. C'est ce qu'on appelle en chimie une réduction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'en fait, finalement, ça remonte aux années 1566. 1566, c'est un Fabricius qui a écrit qu'il était question d'une mine d'argent qu'on appelait argent corné, ayant la couleur et la transparence de la corne, la fusibilité, la mollesse. Cette substance exposée à la lumière passait du gris jaunâtre au violet et par une action plus longtemps prolongée, presque au noir. C'était l'argent corné naturel. Et donc, en fait, on est dans une situation où il existe des matières qui peuvent changer de couleur avec l'intensité lumineuse, donc capables de reproduire les choses. Et en fait, cette chlorure d'argent est aussi au début de la photographie avec un chercheur anglais, Wedgwood, en 1802, qui finalement avait déjà vu cette propriété. Mais en fait, il aura fallu attendre Niepce et la possibilité de garder l'image en 1816, qui met au point déjà, mais ce n'est pas du chlorure d'argent, c'est du bitume de Judée. Je ne vous dis pas la chimie qu'il y a derrière pour le faire, distiller 3 fois, etc. Donc c'était très compliqué. Et son association avec Daguerre, en fait, a permis le lien en iodure d'argent, et on va le voir. Et effectivement, en 1839, Arago décide
enfin le gouvernement français, décide de racheter le brevet et de présenter à la France et à tous pour le mettre dans le domaine public. Et il a des phrases absolument extraordinaires de ce point de vue. Alors, la chose étonnante au niveau fonctionnement, c'est que, en fait, quand il dévoile publiquement les procédés de fabrication, il y a une foule qui se presse aux portes, etc., de l'Académie des sciences, et en fait, il finit, c'est ce que je vous disais précédemment, cette découverte, annonçait-il, la France l'a adoptée dès le premier moment, elle s'est montrée fière de pouvoir en doter libéralement le monde entier. Donc c'est très intéressant cette démarche de photographie qui est à la base aussi de la découverte du photovoltaïque. Et là, voici Edmond Becquerel et la photographie. Effectivement, il y a une thèse, la thèse de Jérôme Fatté, il y a des travaux qui ont été faits, et ça s'appelle aussi peindre avec la lumière. Et on a vraiment tout un travail, même aujourd'hui. Ça, c'est une photo qui a été prise d'une planche d'Edmond Becquerel, qui est une photographie du spectre solaire. Malheureusement, il ne faut pas la mettre à la lumière parce qu'elle se dégrade. Néanmoins, il a réussi à reproduire les couleurs et il a fallu aller jusqu'à ces dernières années avec des thèses pour arriver à voir quel type de mécanisme était mis en œuvre. En fait, c'est des petits, ce qu'on appelle des effets à toute petite échelle de diffusion de la lumière des particules d'argent. Et puis la découverte de l'effet photovoltaïque, j'en ai un petit peu parlé l'autre jour. En fait, la découverte de l'effet photovoltaïque est liée à cette utilisation, au fait qu'Edmond Becquerel... Alors ce qui est intéressant, c'est regarder, je pense qu'avec Christine on reparlera également, c'est qu'on voit que tout se mélange. C'est un petit microcosme, et en fait Edmond Becquerel, il travaille avec M. Biot, il travaille avec son père, etc. Et tout ça, ils se connaissent, etc. Néanmoins, et il connaît aussi Arago. Et donc en fait, Arago, son rêve, c'est d'utiliser les méthodes de photo pour mesurer l'intensité de la lumière, ce qu'on savait bien à faire. Et en fait, Edmond Becquerel, dans le premier essai qu'il fait avec de la lumière, il dit on n'aura plus besoin, donc on n'aura plus besoin de choses indirectes, puisque cet effet sera mesuré par l'intensité du courant électrique produit dans l'action de la lumière sur les parties constituantes des corps. On est vraiment dans une situation où Edmond Becquerel recherche à mesurer, avoir un signal électrique. Et enfin, l'article clé, c'est le 4 novembre 1839, où effectivement, cette fois-ci, il utilise du iodure d'argent, il utilise du chlorure d'argent, donc il utilise de fait le même type de préparation que ce qu'a fait Daguerre. Et c'est grâce à ces préparations qu'il voit, quand il trempe dans un liquide, un effet de seuil qui est caractéristique de l'effet photovoltaïque. Et là, c'est pris à partir de sa publication. Voilà, et puis il est reconnu par la suite, et on voit que dans de nombreux travaux, la première référence, c'est une référence à Edmond Becquerel. Donc en fait, on voit ce mélange qu'il y a entre la photographie et la couleur, dans la mesure où finalement, ce qu'a fait Edmond Becquerel, c'est de traduire par un courant électrique un effet chimique. En fait, l'effet chimique montrait qu'il se passait quelque chose, donc avec des électrons, et en fait, il a réussi, lui, à extraire les électrons, comme je vous en ai parlé précédemment. Alors donc on voit que dès cette époque, Edmond Becquerel avait aussi fait des mesures avec du laiton. Et donc avec du laiton, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il travaillait avec des oxydes de cuivre, avec des oxydes de cuivre 1 qu'on dit Cu2O, du oxyde 2, et puis quand c'est du laiton, il y a un peu de zinc. Donc en fait on voit que déjà les premiers éléments qui sont utilisés sont des éléments, ça commence à s'ouvrir, c'est ce qu'on appelle des sels, et ils ont des propriétés semi-conductrices. Puis finalement il faut attendre 35 ans après, et Edmond Becquerel s'écarte complètement du photovoltaïque parce que, quelque part, il voulait faire une machine pour mesurer l'intensité de courant. Ça n'a pas très bien fonctionné et donc il est passé à autre chose, travailler sur la phosphorescence en particulier. 35 ans après, le sélénium prend le relais. Alors, sélénium, il est là. Tiens, c'est un petit nouveau. Il a été synthétisé ou isolé par Berzelius en 1817. Donc, on voit que c'est quand même des choses ils sont tous les uns pas loin des autres en termes de date. Et là, 1873, donc ça fait que ça nous mène quand même très loin, c'est la découverte de la photoconductivité. Alors la découverte de la photoconductivité, elle est quand même assez étonnante aussi, parce qu'elle ne vient pas de gens qui recherchaient la photoconductivité. C'est des gens, en fait, qui travaillaient sur l'installation des câbles télégraphiques transatlantiques. Et donc, en fait, c'était la grande époque où il fallait mettre des câbles pour pouvoir passer le télégraphe d'un côté à l'autre, etc. Et quand on met des câbles, on a un problème, il faut détecter les défauts. Et un des ingénieurs électriciens de l'époque, en fait, dans les années 60-70 où c'était posé, s'est rendu compte que finalement, pour détecter les défauts, il fallait prendre des barres de sélénium
et que ces barres de sélénium permettaient de les détecter. Néanmoins, ça marchait très bien la nuit. Mais alors le jour, il s'aperçoit que ça ne marche plus et il a l'idée de mesurer la résistance et il se rend compte que finalement, vous avez une résistance qui diminue avec l'éclairement et c'est tout simplement dû à l'effet de photoconductivité. Alors vous avez à droite ici les échantillons sur lesquels il travaillait, donc ça c'est dans un musée britannique, et puis ici voilà la représentation c'est pas une cellule solaire, mais pour l'instant c'est en fait un barreau de sélénium, vous voyez un peu les distances, hein, ça fait 2,5 cm, et puis des deux côtés ils appliquent des métaux, en l'occurrence du platine, et c'est entre ces deux électrodes de platine qui mesurent quelque chose qui dépend de la lumière. Donc découverte de la photoconductivité dans un matériau. Puis finalement, quelques années après, cette découverte passe et les gens s'intéressent énormément à ce système qui a été trouvé par Smith et May. Et en fait, ils se rendent compte que finalement, qu'est-ce qui se passe quand on polarise cette fois-ci ? Pour mesurer la résistance, on polarise, mais là, ils ont mis des piles et ils ont regardé. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, quand ils polarisaient beaucoup, quand ils relâchaient, le courant revenait. Et donc, il y avait une production de courant quasiment permanente lorsque l'on avait rendu dissymétriques les deux contacts de chaque côté. Un peu comme dans une cellule solaire, avec le N et le P. Donc on est dans une situation où finalement il découvre un vrai photocourant, et là c'est quelque chose qui est la découverte du photovoltaïque, cette fois-ci, de l'effet photovoltaïque, mais on n'est plus dans un électrolyte comme avec Becquerel, on est déjà sur quelque chose de solide. Alors finalement, il y a une première cellule solaire toute solide, tout solide, comme on dit aujourd'hui, on le dit pour les batteries aussi, ça se dit beaucoup, c'est tout solide, en couche mince, et c'est Charles Fritts, à New York, en 1883, qui s'intéresse à cette invention, et qui finalement, il s'est rendu compte que le sélénium, finalement, ça fond assez facilement, ça ne fond pas à très haute température, je crois, si mes souvenirs sont exacts, je crois que c'est un peu plus de 200 degrés. Donc on peut très bien fondre du sélénium sur du cuivre, et puis il a l'idée de le fondre entre deux plaques de cuivre, et finalement après de faire en sorte que ça n'adhère que d'un côté. Alors vous avez ici le sélénium fondu, la plaque de cuivre, et il a l'idée de mettre sur la surface une couche d'or presque transparente, très fine, de façon à ce que la lumière puisse traverser. Et là, bingo, il fait la première cellule solaire, tout solide, couche mince, etc., à base de sélénium. Vous voyez qu'on est déjà sur quelque chose qui va ressembler aux cellules silicium qu'on a vu précédemment. Voilà, donc les électrons vont sortir du côté du cuivre, ils vont aller dans le travailler, ils reviennent. Et voilà la première cellule solaire tout solide. Et puis, ce qui est surprenant, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il se dit, si ça produit de courant, il a bien compris que ça a transformé la lumière, l'énergie lumineuse, en électricité, donc en énergie. Et il a, alors ça c'est dans un livre extraordinaire, celui de John Perlin, en fait, il a fait déjà une installation sur un toit de modules photovoltaïques, c'est un toit de New York, et finalement il avait déjà pensé à ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez combien de temps ça prend, enfin, 1884, il y a plus d'un siècle, presque un siècle et demi, donc ils ont anticipé. Et en fait, il a fait une chose, c'est qu'il a envoyé les échantillons, il a diffusé ses connaissances, notamment à Werner von Siemens en Allemagne, et puis Werner von Siemens est devenu vraiment convaincu de cette découverte et de l'importance de cette découverte, ainsi que James Clerk Maxwell, donc le fameux Maxwell pour les équations, ils sont convaincus. Mais ce qu'écrit John Perlin, c'est qu'en fait, il y a il y a beaucoup de sceptiques. Les gens n'y croient pas, ils disent c'est un truc magique, c'est le mouvement perpétuel, on nous l'a refait, on l'a déjà fait, on la recommence, c'est le mouvement perpétuel. Donc en fait, il y a vraiment un scepticisme extrêmement fort dans la communauté pour accueillir ces phénomènes où, comme on dit, il n'y a pas une pièce tournante, il y a des électrons qui sortent, mais il n'y a pas de feu, il n'y a pas de chaleur, etc. Et c'est la caractéristique de ce mode de sport. Et le point qui apparaît très rapidement, c'est que tout ça reste très très empirique, puisque c'est des découvertes et tout, il n'y a pas de théorie pour l'instant, et donc il y a un vrai besoin de théorie. Alors en fait, la théorie va venir d'un autre domaine, va venir de l'effet photoélectrique dans le vide, avec ici, avec Hertz, en fait, qui découvre finalement l'effet photoélectrique, cette fois-ci quand on est sous vide et qu'on éclaire un métal,
entre deux métaux sous vide, ben finalement, c'est comme la longueur d'onde, l'énergie des photons, oui, le courant qui va passer va dépendre de l'énergie des photons avec un effet de seuil. Et ça, c'est bien montré ici, soit en potentiel, et ça dépend du potentiel. Donc en fait, ils sont capables à ce moment-là de tracer des caractéristiques courant-tension où on retrouve quelque chose qui ressemble un peu à du photovoltaïque, et finalement, il y a quand même une petite partie ici qui est un comportement photovoltaïque. Donc ils ont fait des cellules solaires sous vide, avec des systèmes triodes, etc. Donc on est avec le même phénomène qu'on voyait en solution qui se passe maintenant sous vide. Donc finalement, on a deux, le sélénium est venu, et maintenant celui qui va venir, il va falloir encore un tout petit peu de temps, c'est le silicium. Le silicium isolé en 1823, encore par Berzelius. Il a été purifié par le premier silicium cristallin par Henri Sainte-Claire-Deville, qui est très connu pour l'aluminium. Voilà. Et ça, c'est en 1854. Et il a fallu attendre 1915, la purification par la méthode Szprot-Kralsy. On fond et on tire un cristal, et ça donne des monocristaux ultra purs. Donc c'est vraiment le saut entre le silicium de Berzelius ici, et ce qui est intéressant, c'est de voir les méthodes. Mais on en reviendra peut-être ensuite après. Voilà, en 1915. Donc voilà pour le silicium. Donc voilà l'origine du silicium. Donc il n'est pas... Vous voyez que 1915, on voit que ça va nous ramener pour le découvrir plutôt au XXe siècle, parce que si le silicium n'est pas pur, il ne peut pas avoir ses propriétés. Et puis il y a aussi l'électron, avec en particulier les travaux de John Thomson, le fait que l'électron, vous voyez, tout se bouscule. 1897, il y a Planck avec le corps noir, etc. Et puis ici, il y a quelqu'un qui travaillait, Philippe Lenard, qui travaillait avec Hertz et qui en fait travaille aussi sur cet effet photoélectrique. Et vous voyez des caractéristiques qui sont faites en fonction du métal, du potentiel. Et on voit ici un photocourant, une phototension. Donc on voit bien l'analogie entre les deux phénomènes de photoélectricité et de photovoltaïque. Et puis arrive ce qui est arrivé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a trouvé l'explication, c'est Albert Einstein, qui, en travaillant sur les travaux, alors dans son article qui est là, c'était un excellent ouvrage complètement commenté et traduit, il cite beaucoup les travaux de Lenard, et en fait, il ne cite pas les travaux de Becquerel. Becquerel était très oublié dans toute cette chose-là. Et en fait, il explique, et on le lit, l'énergie n'est pas distribuée de façon continue sur des espaces de plus en plus grands, mais est constituée d'un nombre fini de quanta d'énergie localisés en des points de l'espace, chacun se déplaçant sans se diviser et ne pouvant être absorbé ou produit que tout un bloc. Et là, on a la définition de ce que c'est que l'énergie du photon, ce fameux H nu dont on a parlé. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'il dit... Je vais présenter le cours des idées, donc c'est important, et relater les faits qui m'ont conduit au point de vue ici exposé, dans l'espoir que d'autres chercheurs pourront en tirer profit. Il était quand même un peu visionnaire. Bon, et modeste. Les deux choses. Alors bon, maintenant on va regarder quelque chose qui est un peu à l'après-vert, mais qui va donner des éléments clés des technologies photovoltaïques. Alors il y a un chercheur qui a publié en 1972 vraiment une histoire du photovoltaïque qui m'a servi à bien reconstruire. En 1927, on découvre des cellules à base d'oxyde de cuivre, Cu2O. On verra le schéma par la suite après. Et puis, boum, on a eu Einstein avec 1905, etc., avec la théorie, et on s'aperçoit que la théorie en bleu ça pousse. Ça pousse. Il n'y avait pas beaucoup de théories, mais là, ça y va, et les gens s'y intéressent. Et on voit apparaître, en particulier, les travaux de Léon Brillouin sur tout ce qui est structure de bande dans les solides. Donc on commence à voir des gens qui s'imaginent qu'il y a deux niveaux, comment ils peuvent se distribuer, etc. Et donc ça, c'est 1928. 1930, théorie des barrières semi-conductrices avec William Schottky, qui est considéré aussi comme un des chercheurs clés dans le domaine du photovoltaïque. Et on dit d'ailleurs, on appelle ça des barrières Schottky. C'est en fait quand on a un semi-conducteur du silicium, on met un métal ou un liquide, comme le faisait Becquerel, et ça donne une barrière qui va donner du photocourant, qui est une forme de cellule solaire. 1932, les manips reprennent reviennent au devant de la scène, avec, alors je me trompe peut-être du nom, parce que je n'ai pas retrouvé la référence exacte, CDSC, qui est du séléniure de cadmium. Donc on voit un nouveau composé qui apparaît par Audibert, et ce n'est pas Stora, c'est Stora. En 1939, extrêmement important, la théorie des barrières qui était commencée ici avec Schottky continue avec Mott.
Et pour les gens qui font des semi-conducteurs, on fait tout le temps des courbes de mode Schottky. On passe notre temps à faire des modes Schottky. Et bien, les modes Schottky, ça vient de cette période-là. Donc, on travaille sur une théorie qui a été faite en 1939. Ensuite, il y a un nouveau matériau qui donne du rendement, qui est du sulfure de thallium, 1939. Et là, un grand choc, la théorie de la jonction PN. Ça, c'est les travaux de William Shockley. Et là, la jonction PN, c'est vraiment la base de la théorie. On en reparlera un cours par la suite. Et la base de la théorie sur les semi-conducteurs, c'est même la base de la théorie de l'électronique telle qu'on les fait aujourd'hui. Toute l'électronique est basée sur la jonction PN. En 1941, vous voyez que 1941, je voulais faire quelque chose de plus complet sur Russell Hall, mais je ne ferai que le mentionner. Il y a une première cellule au silicium qui est faite, et qui est faite pour un brevet sur le photovoltaïque. Russell Hall, je vous en ai parlé dans le cours initialement, il a découvert que quand il refroidissait du silicium, il y avait des zones N, des zones P, il découvre la jonction PN, et il s'aperçoit qu'il y a un photocourant qui est présent. Enfin, là, on a la grande montée dont on a parlé, la chose principale, les cellules silicium, 6% de rendement avec Persson, Chapin et Fuller, on en a un petit peu parlé. Et puis, on voit apparaître une nouvelle technologie, qui est la technologie au sulfure de cuivre, sulfure de cadmium, par Reynolds, en 1955. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi? Vous voyez que ce n'est pas très loin. Là, en 1954, c'est le silicium, en 1955, c'est ce type de cellules. Pourquoi? Tout simplement parce que le silicium, c'est quand même épais, c'est lourd. Pour le spatial, c'est cassant. Donc, en fait, dès le début, l'industrie de l'espace spatial s'est dit il faut absolument on essaye de trouver quelque chose qui soit plus léger. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont allés vers des choses en couche mince, un peu comme le sélénium, comme on l'avait vu pour le sélénium précédemment. Alors voilà, donc on voit que la panoplie de matériaux s'élargit. Et puis voilà les premières structures avec, il s'appelle Grondal en 1927, où il fait des premières cellules. On retrouve de cuivre, vous voyez. Là, on n'a plus le sélénium, mais c'est de l'oxyde de cuivre. Et puis on a dessus aussi un fil. Cette fois-ci, c'est un fil de plomb, et il fait la pression pour faire la jonction, et il fait la cellule entre le cuivre et le fil ici. Dans le cas du sélénium, c'était plutôt avec du platine. Et puis on retrouve le même type de structure, vous voyez, ils étalent, pour le cuivre c'est facile, il faut l'oxyder, et puis on peut très bien mettre une couche très fine de métal pour que la lumière traverse, et ça fait des cellules solaires. Et pour la petite histoire, on peut faire avec des pièces de monnaie, quand on prend des pièces de monnaie qu'on oxyde, il faut le mettre à la chaleur, eh bien on peut arriver à avoir du photocourant grâce à la couche un peu sombre qui se forme sur le cuivre. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Alors malheureusement, ces technologies n'ont pas donné grand-chose. Mais il y a eu beaucoup d'espoir que ça fonctionnerait. Et puis après, regardez un peu cette décennie, c'est même moins d'une décennie, regardez la physique derrière. Ça y est, c'est parti. Toute la machine, la physique du solide, etc. Et on voit apparaître la théorie des cellules solaires qui commence en 1955. On voit apparaître la physique du solide, la science des matériaux, en particulier en France autour de Jacques Friedel et l'Université Paris-Sud. Et en fait, qui est médaille d'or d'ailleurs du CNRS en 1970, qui a vraiment fondé toute la discipline. Et puis on trouve une autre type de cellule qui est découverte, donc ça continue, on regarde les matériaux de tous les côtés, et on se rend compte que l'arsénure de gallium, GAS, donne ses premières cellules, et celui-là, par contre, bingo, ça va donner un succès mondial, puisque les rendements records, y compris aujourd'hui, sont obtenus avec ce type de matériaux qu'on appelle 3,5. Et puis, il y a amélioration de la théorie des jonctions PN, donc tout se met en place. On arrive à calculer le rendement des cellules solaires, la largeur de bande interdite avec des gens comme Lofersky, Rappaport, et donc qui ont fait un gros travail théorique là-dessus. Et puis, l'application, la première application importante, je vous en avais parlé, c'est le lancement du satellite Vanguard avec des cellules au silicium. Enfin, en 1958, dès 1958 en France, l'équipe de Michel Rodot est capable de faire des cellules de silicium qui sont comparables avec les cellules américaines, un peu moins, mais elles sont tout à fait du même tonneau. Donc on est avec une industrie, on voit que la France se dote en fait avec Friedel de toute une école sur la science des matériaux, sur la physique du solide, la synthèse, et on voit qu'au niveau du silicium, l'équipe est présente. Et puis ça continue ici avec les aspects théoriques.
La théorie des réponses spectrales, je vous en ai un petit peu parlé la dernière fois, c'est la réponse combien d'électrons par photon arrivent en fonction de la longueur d'onde, les mécanismes de perte. Et puis on rentre maintenant dans tout ce qui est résistance série, les grilles de collecte. Alors je vous ai parlé des grilles de collecte qui est très importante pour récupérer le courant. Il y avait pas mal de calculs pour les mettre au point. Et puis en 1961, un papier extrêmement important qui est Shockley-Queisser, qui lui calcule le rendement théorique, et c'est là qu'on sait qu'une simple jonction pourra aller jusqu'à 33% maximum de rendement pour des raisons tout simplement physiques. Il n'y a pas de... et qu'il faudra aller vers des tandems, des choses comme ça, pour augmenter les rendements. Donc voilà une sorte de décennie magique où beaucoup de travaux sont faits et beaucoup de progrès sont faits, et en particulier sur le plan théorique. Et là, je vous montre simplement la photo l'article qui a été publié à Journal of Applied Physics. C'est l'article de William Shockley et Shockley-Queisser. Et puis regardez le résultat de leurs calculs et regardez ce qu'ils calculaient. Et ils appellent ça la balance detail, balance limite. Et regardez, finalement, l'expérience est pratiquement aujourd'hui au niveau des théories. C'est pour vous donner le niveau de progrès qui ont été faits dans le domaine. On est pratiquement pas loin des choses théoriques. Et ça continue. Alors là, c'est à nouveau les matériaux qui l'emportent. C'est la synthèse de matériaux tous azimuts. On voit que la partie, ce que j'ai retenu sur le plan théorique, j'en vois deux essentiellement. Je reviendrai dessus. Mais alors là, c'est les matériaux. Ça y est, le tellurure de cadmium se lance. Avec Cusano, en 61. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé un article d'un certain Jacques ou Jean Lebrun en France qui fait des cellules CDT dès 1966. Et en fait, il faut savoir que le CDT et son alliage avec du zinc ou du mercure, c'est énormément étudié dans les dispositifs infrarouges. Et donc, en fait, ça a des applications qui sont aussi des applications militaires en détection. Et d'une certaine mesure, le CDT a bénéficié aussi des applications pour les détecteurs dans l'infrarouge. Et en particulier, en France, le secteur du CDT est extrêmement développé. Il l'est toujours. Il y a toujours, c'était à Grenoble, c'était à Bellevue, c'est à Strasbourg également. Enfin, très important aussi, la découverte du silicium amorphe, c'est du silicium des calculettes. Vous voyez le gris que vous avez, c'est pas la même chose que du silicium classique, ça se dépose en couche mince, et il y a cette découverte en 1974, et ça a été conduit de façon très très importante par Lionel Solomon, qui est d'ailleurs un des fondateurs de l'Académie des technologies, et je crois qu'il était aussi académicien des sciences. Et en fait, Lionel Solomon a lancé toute une activité en France qui continue aujourd'hui au LPICM à Polytechnique. Et puis, en 1976, apparaissent les cellules CIGS, donc cuivre, indium, gallium, sélénium. Vous voyez que la palette des matériaux continue à s'élargir. Ça cherche un peu dans toutes les directions jusqu'à temps qu'on trouve quelque part. Et puis, l'autre jour, je vous ai parlé de l'arrivée des cellules à colorant de Michael Grätzel. Ça, c'est vraiment une grande transition dans l'histoire du photovoltaïque. C'est la chimie qui arrive à... C'est des dispositifs qui ne sont plus des dispositifs solides, je vous en avais un petit peu parlé. C'est un point très important dans l'histoire du photovoltaïque. En fin 2001, les cellules organiques interpénétrées, c'est-à-dire en fait, c'est des modes de cellules qui ressemblent à celles de Michael Grätzel, mais on n'est plus dans du photovoltaïque inorganique, on est vraiment dans un peu un nouveau monde. Et en 2003, autour de 2003, j'hésite un peu sur la date exacte, mais Martin Green, dont je vous ai parlé au premier cours, qui est australien, qui est prof à l'université de New South Wales en Australie, en fait, il a été l'artisan de beaucoup de progrès sur le silicium, mais c'est aussi quelqu'un, du point de vue de ses compétences et de sa vision, qui s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle les nouveaux concepts photovoltaïques, et il a commencé à travailler sur d'autres méthodes d'augmenter les rendements que simplement de mettre ce qu'on appelle des multijonctions, travailler avec de l'optique, travailler avec des systèmes différents pour atteindre des rendements par d'autres voies. Alors tous ces travaux-là, en fait, on fait des petits quelque part, et aujourd'hui, beaucoup de gens dans les labos travaillent sur ces nouveaux concepts. Enfin, pour moi, il y a un point qui est très important autour de 2007, c'est l'arrivée de l'optique. Quand vous avez une cellule solaire, vous avez de l'optique, puisqu'il faut que la lumière arrive, et de l'autre côté, il faut de l'électrique, puis il faut transformer les photons en électricité. Donc une cellule solaire n'est pas simplement un système électrique, c'est aussi un système optique. Et donc, en fait, quelque part, si on arrive après, il y a un poids.
Si on prend une cellule normale, elle a très peu d'optique, enfin elle est anti-réfléchissante, il y a des choses qui se passent, mais il y a beaucoup d'électrique. Mais la tendance est de se dire, si finalement les cellules solaires demain, on réduisait la partie électrique à leur strict minimum, et on s'arrange avec l'optique pour guider les ondes, pour amener la lumière où il faut, finalement on remplace de l'électrique, qui n'est pas facile, hein, il faut prendre les contacts, etc., par de l'optique qui peut se faire dans du plastique, qui peut être guidé, etc., etc. Donc de fait, il y a une tendance lourde qui se met en place aujourd'hui et qui commençait à se mettre en place à cette époque-là, c'est finalement de rentrer de plus en plus d'optique, de la plasmonique, de la photonique, et vous verrez certains systèmes qui sont surprenants, où on s'arrange, on crée, on met des billes qui vont refaire de la lumière un peu concentrée, etc. Et il y a un papier très intéressant de Beck, Polman et Catchpole qui font du piégeage optique et de la plasmonique. Et ce papier, tous les chercheurs du domaine les ont suivis parce que ça a fait un énorme buzz, comme on dit. Et puis, l'entrée des perovskites hybrides en 2009, cellules perovskites hybrides, on en a parlé la dernière fois, là c'est vraiment la star, c'est le Graal actuel du photovoltaïque, c'est un très très grand espoir parce qu'elle fonctionne très bien, elle est compliquée à mettre au point, mais quelque part c'est une cellule qui a du potentiel, très fort potentiel. Et puis en 2010, ça apparaît un nouveau matériau, c'est CZTS, alors c'est le cousin du CIGS. C'est le cousin du CIGS, on a enlevé l'indium pour le remplacer par le couple zinc-étain, et puis on a le soufre ou le sélénium. Donc en fait, finalement, l'intérêt de ce composé, c'est qu'il n'a plus d'éléments rares. Un des problèmes du CIGS, malgré tout, ça se discute, c'est qu'il y a de l'indium. Et l'indium, ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Le silicium, on en a un peu partout. Il faut le purifier, mais on en a partout. D'ailleurs, silicium, ça vient de silex, qui veut dire roche. Donc c'est vraiment... Par contre, l'indium, vous grattez le sol, il ne vous va pas tomber dessus immédiatement. Et donc, en fait, il y a un intérêt dans la communauté de se dire, est-ce qu'on serait capable de faire de ce matériau, de prendre la base du succès de ce matériau, et finalement de remplacer l'indium par un couple zinc-étain. Et donc ça se fait, et on met du soufre, et là, il y a de premiers résultats qui ont été obtenus par IBM, avec un chercheur d'IBM, et un de nos anciens doctorants, il y a quelques années, Théodore Todorov, Krasimirov, qui est parti en postdoc après à IBM et qui a travaillé, qui est peut-être même le premier auteur là-dessus. Ensuite, il y a des choses qui apparaissent qui sont, depuis 2010, les cellules à particules quantiques. Alors, pour les Anglais, c'est quantum dots. Alors là, c'est pareil, c'est de la mélange d'optique, tout ça, Et donc, il y a tout un espoir sur ce type de choses. Vous voyez qu'on est très loin de la jonction PN. Et enfin, en 2019, une jonction à 6 jonctions avec du GAS et de ses composés, qui donne le record mondial à 47%. Et enfin, en 2021, une cellule tandem silicium-perovskite dépasse le silicium, elle passe à 29,5% au lieu de 26,7% par Oxford PV. Revenons un peu en arrière sur ces fameuses cellules CU2S. Je vous avais dit que ces cellules CU2S étaient destinées à l'espace. J'en veux pour preuve ce qui a été publié au congrès de l'UNESCO en 1973, qui était organisé par le CNES, cette session sur le photovoltaïque. Et en fait, vous avez une équipe de la SAT et la Société anonyme des télécommunications qui a développé la technologie CDS-CU2S pour aller dans l'espace. Et en fait, vous voyez qu'ils ont fait des cellules qui sont là et qui sont des cellules flexibles. Alors, comme je classe tout, là, ça c'est le livre de John Perlin. J'espère que je ne l'ai pas mis dans un autre. Ah, non, regardez, voilà. Alors Pierre est là, Pierre Kovacs. Bon, c'est des cellules que j'ai récupérées du laboratoire il y a quelques années. Et donc, elles sont extraordinaires parce que l'avenir était présent dans le passé. La seule chose, c'est que les matériaux n'étaient pas stables ou peu stables, n'avaient pas le taux de stabilité suffisant comme le CIGS aujourd'hui. Et donc, ça ne peut pas marcher. On peut avoir un très beau produit. Si ce n'est pas stable, ça ne passe pas. Donc, ça montre bien que les idées de faire quelque chose de souple, enroulable, existaient. Vous pourrez venir la voir après. C'est extraordinaire. Elle continue à donner un peu de tension. Mais c'est pour montrer à quel point, jusqu'à quel niveau c'est allé à cette époque-là. Et puis que finalement, aujourd'hui, on commence à réenvisager. Il y avait une annonce hier avec du CIGS pour remettre du CIGS dans l'espace. Et puis maintenant, je vous avais montré le... Mince,
Je vous avais montré la dernière fois la courbe de croissance du silicium. Voilà les trois technologies. Le GAS, regardez, il est parti exactement au même moment que le silicium. Regardez là combien il est monté, très rapidement, voire plus que le silicium. Et en fait, le GAS s'est développé pour le spatial. Les petits robots, Spirit, tout ça, ils ne sont pas avec du silicium, c'est fait avec des triples jonctions à base de GAS. Donc en fait, ce matériau est devenu un matériau du spatial, presque, je ne connais pas les proportions, mais presque aussi bien que le silicium. Le deuxième matériau très intéressant, c'est le silicium amorphe. Vous voyez, il démarre en 1975. On a une très belle courbe en S, comme je vous ai expliqué. Et en fait, ce matériau, aujourd'hui, a plus de difficultés parce que son rendement a du mal à augmenter comparé aux autres. Et puis sinon, le CIGS, on paraît, qui prend le relais du CU2S. En fait, on a un collègue, Jean-François Guimol, qui a montré que c'était pour des raisons thermodynamiques que le CU2S n'était pas stable, contrairement au CIGS. Et regardez, alors là, on retrouve des courbes pareilles avec des paliers, exactement ce que je vous avais présenté la dernière fois. Et puis, il y a une chose qui joue énormément dans l'histoire du photovoltaïque et qu'un jour, il faudra prendre le temps d'étudier en détail, c'est les salles entières ou des bibliothèques entières de proceedings, comme on dit, de résumés de congrès. Et en fait, les congrès ont commencé très tôt avec les Américains. Les Américains, en 1961, ont fait les premières conférences internationales. Ils en sont à la 49e. Si vous voulez y aller, c'est Philadelphie, June 2022. Alors, je ne sais pas si ça sera ouvert, mais bon, ces derniers temps, il y avait toujours un bandeau, maintenant Covid, et donc c'était par visio. Donc voilà, donc ça montre, et il y en a pratiquement tous les ans, et là, il y a une source de données à exploiter, à mon avis, très importante. Ensuite, les deuxièmes à se lancer dans la compétition, quelque part, c'est les Européens, avec la première conférence européenne qui a lieu au Luxembourg en 1977. Et là, voici le comité scientifique. Et puis, on reconnaît ici Michel Renaud, Monsieur Durand, qui était le président du COMES, et puis Wolfgang Pals, qui doit être quelque part. Il est ici, Wolfgang. Voilà, donc vous avez tout ce groupe. Vous voyez, c'est un petit comité, mais les Français sont bien représentés. Et puis après, il y a une conférence en Asie qui démarre un peu plus tard, en 1984. Et enfin, en 1994, les trois conférences qui sont là décident tous les 4 ans de se réunir tous ensemble et de faire une conférence mondiale. Et on en est à la 8e aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est un domaine dans lequel c'est un peu comme en médecine, un peu comme on travaille sur une cause commune. Et les chercheurs ont cette sensation d'appartenance à une cause pour, en particulier, régler des grands problèmes du monde. Et dans ce cas, les questions d'énergie motivent énormément de gens. Voilà. Et puis sinon, alors là, vous effrayez pas, c'est la full picture, comme on dit. Voilà ce qui s'est passé. Ce que je vous ai montré depuis le début, c'est tout ce qui se passait là. Vous voyez, je me suis beaucoup intéressé, je suis remonté un siècle avant. Et ici, on est dans une situation où finalement, c'est une courbe qui est faite tout le temps. À chaque fois qu'il y a un nouveau rendement, record, qui est certifié, il est mis sur la courbe, un peu comme les Jeux Olympiques. Vous avez le saut en longueur, le saut en hauteur, ça c'est les Jeux Olympiques du photovoltaïque. Et vous trouvez les différentes catégories, et chacun court dans sa catégorie. Et puis on retrouve les fameuses courbes dont j'ai parlé l'autre jour, avec les fameuses courbes en S, innovation, consolidation et incubation, quelque chose comme ça. Et puis vous avez ici le silicium. Vous avez une courbe qui s'échappe ici complètement, qui est la courbe des multijonctions à base de GAS, ici, qui est à 47,4%. Vous avez en fait aussi, ce qui apparaît très clairement, c'est la dynamique dans les dernières années du développement de ces technologies. On aurait pu penser qu'à partir de 2000, du fait du développement à grande échelle des technologies silicium, il y allait y avoir un tarissement de la recherche fondamentale et de la recherche sur les autres technologies. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est le contraire. C'est qu'aujourd'hui, il y a tout un travail qui se fait, ça se diversifie, et en fait, il y a finalement énormément de choses qui bourgeonnent ici. Et vous voyez ici les fameuses perovskites dont je vous ai parlé, elles sont là, elles sont apparues ici, et elles arrivent à ce niveau-là. Aujourd'hui, je crois qu'il y a même 25,7% qui a été fait. Donc on est vraiment dans une situation de développement, de fort développement technologique, qui est boosté d'ailleurs par le développement de la technologie au niveau de la transition énergétique, etc.
Et il y a 22 catégories. Alors vous avez les cellules à multijonction, les cellules à simple jonction GAS, les cellules au silicium cristallin, donc il y a des monocristaux, il y a des cristaux, des multicristallins, il y a des films minces, les technologies couches minces, donc le CIGS, le CDT, le silicium amorphe, je vous en ai parlé, et puis cette catégorie qu'on appelle Emerging PV, c'est les catégories du photovoltaïque émergent. Et vous voyez apparaître dedans les perovskites, les fameux CZTS dont je vous ai parlé, quantum dot cell, etc. Et c'est tout ce qui se passe dans ce coin-là, en bas à droite. Et puis finalement, on continue à jouer avec les Lego de Mendeleïev. C'est assez impressionnant. Voilà un peu le genre de choses qui sont en train de se faire aujourd'hui. Il y a pareil, comme je vous ai montré pour les perovskites aujourd'hui, il y a des groupes de chercheurs qui se réunissent pour travailler sur les nouveaux matériaux et ils font des tables et ils essayent de suivre les tendances, de donner des instructions, etc. etc. Et là, j'ai sorti la table sur les matériaux inorganiques. Vous voyez, il n'y a pas de méthylammonium, il n'y a pas de composés organiques, c'est des choses qui ressemblent au silicium. Et donc, ce que vous constatez, c'est que finalement, regardez les classes de matériaux. Et vous en avez une en particulier qui est cuivre, zinc, étain, sélénium, soufre. C'est le fameux CZTS dont je vous parlais. Donc il y a énormément de travaux sur cette catégorie parce que ce sont des matériaux qui sont avec des éléments abondants, non toxiques. Et cette question est importante. Si on peut éliminer, on doit travailler avec, il faut réduire le risque, il faut réduire les questions de toxicité, etc. Et si on peut trouver un matériau qui ne contient pas, et puis la rareté, il faut le faire. Donc il y a beaucoup de travaux, mais regardez les rendements. On est à 24% pour les autres technologies. Il y a encore du boulot, hein, comme on dit. Vous voyez ? Et tant que le rendement ne sera pas monté à un certain niveau, il y aura du mal à trouver une application. Les coûts ne baisseront pas parce qu'il n'y aura pas d'effet d'échelle, mais quelque part, c'est quand même voilà, il y en a ici l'antimonure, non, l'antimonure de sélénium, l'antimonure de soufre, vous avez tout un tas de matériaux qui sont là. Voilà c'est un papier qui vient juste de sortir, hein, qui est sorti en 2021. Et donc, on retrouve ce tableau périodique, et j'ai hésité à vous refaire des petits ronds, parce que j'en ai pour toute la nuit m'asseoir, et puis c'est pas beau, j'aurais mis des ronds rouges un peu partout. Donc imaginez que finalement, peu à peu, on est parti du silicium, puis on a fait du GAS, c'est-à-dire on a combiné un élément de la colonne 3, un élément de la colonne 5 pour donner les 8 électrons de valence. Et puis le GAS, ça peut être aussi de l'INAS, on peut combiner des éléments qu'on appelle les 3-5. Tout cela, ALP, ALAS, GALAS, etc., etc. Et là, vous avez toute une chimie et toutes des propriétés physiques, etc. Vous avez aussi, on s'écarte d'un cran, et pour faire 8, on peut faire 8 avec 2 et 6. 2 et 6, ça fait 8. Donc, oui. Et donc, vous avez le CDS dont je vous ai parlé, vous avez le CDSC, le CDT, le ZNS, le ZNO, et on les appelle les 2,6. Vous avez aussi les matériaux ternaires, on redescend d'un cran, on veut pas qu'il y ait de l'indium, eh bien, on rajoute, on combine avec du cuivre et un étain. Où il est l'étain, il est là. Donc en fait, si vous prenez 2 indiums, ça fait 6, puisque 2 fois 3 fait 6. Ici, vous faites 2 et 4, ça fait aussi 6. Donc en fait, on arrive à équilibrer les charges en jouant, et on descend comme ça, on se balade dans le tableau périodique en essayant des nouvelles combinaisons, etc., etc. Et il y a tout un travail, comment on fait pour travailler dans ces domaines-là, sur quel mode de pensée, sur quelle théorie, et il y a beaucoup de travaux en chimie du solide en particulier, en physique aussi fondamentale. Voilà. Et donc, voilà, maintenant la situation, c'est « et maintenant ?» Moi, quand j'ai commencé à travailler à l'époque de ma thèse de 3e cycle, à l'époque, j'étais ici, en 78. J'ai commencé avec le CDT. Regardez où on est aujourd'hui. La question, c'est que va-t-il se passer maintenant? Alors, j'ai essayé de terminer avec un transparent, un peu de synthèse. Avoir une vision générale, c'est de se dire quelle est la grande tendance ou les grandes tendances sur lesquelles qui nous permettent de classer un petit peu ce qui nous arrive. Bien finalement, je dirais qu'avant 2020, c'est un peu comme un puzzle. Il y avait le pays du CDT, le pays du silicium, le pays des organiques, et tous ces pays se développent entre eux, etc., se développent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, les communautés sont assez isolées, sont en silo. Et en fait, c'était une période où finalement les technologies élémentaires se développaient, silicium, composés, others, et vous voyez, tout ce que je vous dis, elles se sont développées de façon indépendante. Elles ont donné à la fin, finalement, une sorte de foisonnement avec toutes ces technologies. Et aujourd'hui, depuis 2020, et en particulier pour aller au-dessus de 30% de rendement, il y a des phénomènes de convergence.
Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit que ces différentes pièces du puzzle qui ne se connaissaient pas beaucoup, qui travaillaient en silo, etc. Les gens des couches minces disaient pique-pan du silicium, les gens du silicium pique-pan du... Mais aujourd'hui, ils se marient parce qu'ils ont besoin de travailler ensemble pour de nouveaux objectifs et en particulier de combiner ces différentes théories, donc pour faire des tandems et autres. Et j'ai ensuite essayé de mettre sur une ligne les frontières des domaines. J'aurais dû parler de la photographie qui est ici. Vous voyez, au début, il y a eu beaucoup de choses avec la photographie. Puis finalement, on arrive à des matériaux inorganiques qui vont rentrer dans le champ de l'électronique et la microélectronique. Une cellule silicium avec toutes les choses, les diffusions, des choses comme ça, c'est de la microélectronique. Sur des milliers de kilomètres carrés, mais c'est des technos de microélectronique. Et puis on a eu l'émergence, l'arrivée de l'organique. L'arrivée de l'organique, c'est un nouvel espace, une interface qui se fait. Et aujourd'hui, on est dans cette situation où on est plutôt dans les nanotechnologies et dans de la photonique, ce que je vous disais, le déplacement vers l'optique. Et enfin, je pense que demain, on ira pour faire aussi des solar fuels, des choses qui feront tout de suite de l'hydrogène, etc., sans passer par de câbles électriques. On ira avec des interfaces photovoltaïques biologie. Et donc, je vous remercie pour votre attention.